Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Ça fait 1 an tout pile qu'elle a posé ses valises à Lorient et qu'elle a pris la tête d'OC Sport Penduic. Elle a sous sa responsabilité 6 grandes courses au large. Mais elle n'est ni étrangère à la région, ni à ce grand groupe d'ailleurs. Elle le dit, si c'est un changement professionnel, c'est aussi un retour aux sources. Presque une boucle qui se bouclerait. Sa riche carrière est faite d'expériences variées, de sport, de voile, de cyclisme, de Suisse, de France, d'Oman. Et quand on se penche sur son CV, les mots responsable ou directrice reviennent souvent. Elle assume pleinement. Il y a une vraie détermination qui se dégage d'elle, de la sérénité aussi dans son regard. Un regard bleu, toujours aussi curieux. D'ailleurs, elle le dit, résoudre les problèmes, elle aime bien ça. Travailler sous pression aussi. Julie Royer-Coute, c'est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Julie. Bonjour Hélène. Alors, on le disait avant de commencer, ça fait 20 ans quand même. 20 ans de carrière, on dirait pas. C'est ça fait presque 20 ans de carrière. Ouais, il est encore un petit peu tôt pour faire un retour sur la carrière, mais quand même, 20 ans, il y a de belles choses à raconter. Ah bah si, on peut, hein, toi, c'est un peu ça l'idée du un peu ça l'idée du podcast. Je vais commencer avec, ma question rituelle. Si je te dis, les femmes et la voile, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me réponds? Bah, ça fait effectivement 20 ans que j'évolue, dans le sport professionnel et la voile, en particulier et je pense que mon évolution professionnelle, moi, elle s'est fait, en simultané d'un changement, profond qui s'est fait dans le sport en général et où la féminisation est arrivée assez naturellement. La place, des femmes dans des rôles à responsabilité, est devenue de plus en plus courant. Donc moi, à titre personnel en tout cas, c'est plutôt une belle approche que j'ai de cette féminisation. J'ai jamais eu de problématique à rencontrer dans le cadre de mon exercice professionnel. On est bien évidemment encore loin, d'une parité, on est encore loin, d'une équité complète, entre hommes et femmes. Cependant, je pense quand même que le sport et la voile en général, sont plutôt en avance, par rapport, au privé. J'ai, dans l'exercice de mes fonctions, beaucoup d'échanges, avec, des comex, avec des comités de direction, avec des directeurs de différents, groupes et de différents départements et c'est plutôt dans ce cadre-là où on se rend compte qu'il y a encore, une belle évolution à avoir, mais en tout cas, je pense que dans le sport et dans la voile, on il y a une très belle évolution qui a été faite au moins ces 10 dernières années. Dans ces, comex et dans ces réunions, tu te sens un peu seule? Je me sens un peu seule pour plusieurs niveaux. Effectivement, je pense qu'il y a, la féminisation, mais il y a aussi, l'âge, même si, je ne suis plus aussi jeune que
que j'ai pu l'être, mais quand même, il y a, c'est vrai qu'on a encore, des modèles assez patriarcales de la gestion de ces grandes entreprises ou même des collectivités ou même, du circuit fédéral ou associatif. C'est plutôt dans ces éléments-là où je pense qu'il y a encore beaucoup de place à avoir. C'est, heu, d'accompagner encore les femmes dans une expression de responsabilité encore plus large. Sortir des métiers, de la communication, sortir des métiers, Mmh. de la logistique et plutôt aller vers des postes à grande responsabilité. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de fierté à accompagner, des équipes, autant, actuellement chez OC Sport Week, mais également dans mes précédentes expériences qui sont, très féminines, et qui sont, portées sur, des valeurs, d'hommes avec un grand H, heu, Mmh. où, les compétences sont mises en avant et pas forcément, des stéréotypes et surtout, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire, à me rappeler, des équipes notamment de communication, on en discutait, portées, par des hommes, des attachés de presse, qui sont, et ça je trouve que ça apporte beaucoup de richesse, dans l'exercice de nos métiers. Cette complémentarité qu'on peut trouver entre les hommes et les femmes plutôt que de parler, de pure parité ou de quotas dont je suis pas forcément très fan mais voilà, s'assurer qu'on met, les hommes avec un grand H là où ils sont le plus compétents, c'est un exercice qui est toujours très important. Très important et très enrichissant. Évidemment, on va y revenir. Hem, Ça commence comment ton histoire à toi avec, alors j'allais dire la voile, je serais tentée de dire le sport, mais on va dire la voile. Bah, finalement, la voile est arrivée très, très tard chez moi puisque je suis née loin de la mer et plutôt des Où racines. ça? Je suis née à Troyes dans l'Aube, donc vraiment très, très loin de la mer, avec des racines familiales qui sont, bien, bien ancrées dans la terre. Et finalement, j'ai la chance de découvrir la mer et la voile, comme beaucoup d'enfants, parce que mes parents, étaient très attachés à nous faire vivre beaucoup d'expériences avec mon frère et donc nous allions, l'hiver à la montagne, l'été passer l'été en bord de mer et multiplier les expériences d'optimisme, de planche à voile, de surf. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de natation en étant, plus jeune, donc l'élément de l'eau était un élément assez naturel chez moi, donc j'ai tout de suite une appétence assez forte pour, les sports de glisse, pour, la planche à voile, enfin, en tout cas, l'envie de multiplier, ces expériences, mais sans en avoir une accroche, sportive, très, très forte. C'est simplement, par chance et un peu par choix, pendant mes études, j'ai fait le choix de faire mes études à La Rochelle, en école de commerce et c'est à ce moment-là où, je fais le choix de, me rapprocher d'une super association à l'époque, parce nous avions la chance d'avoir, une association qui nous permettait de faire le Tour de France à la voile en étudiant à l'époque et je fais le choix de me rapprocher de cette association pour vivre cette expérience, en groupe et c'est là vraiment, le début de cette appétence pour la voile, la découverte de l'événementiel et puis, 2 années et demie, de partage incroyable avec une équipe avec laquelle j'ai enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'attachement, la découverte d'un sport, mais également la découverte de valeurs humaines, des valeurs associées à la voile et en étant étudiant, quand même, faut bien me dire, 2 belles années de voyages et de fêtes assez incroyables qui nous ont marqués à jamais, c'est certain, ouais. Qu'est-ce que tu faisais au sein de l'équipe? Alors, mon point de départ est justement, d'accompagner, l'équipe, de s j'ai pas, la carrière, sportive et les compétences voile à leur apporter, mais par contre, j'ai, la volonté d'accompagner, sur la partie sponsoring, sur la partie, gestion, de la communication, accompagnement logistique, et cetera. Donc j'ai vraiment une forte envie de les accompagner sur ce point-là et c'est ce qui me permet de rejoindre, l'équipe, malgré, mes compétences, voile, assez légères, je dois dire à l'époque
Et du coup, ça marche, ça fit, j'ai vraiment ce rôle de project manager, avec une équipe qui roule sportivement hyper bien, on fait on passe nos week-ends et nos vacances, sur la route pour aller faire, toutes les régates, qu'il peut y avoir sur la côte ouest. On s'entraîne énormément, on a la chance d'avoir un bateau à nous, donc on est accompagné par une super coach, Christine Briand qui Ah nous a oui, tout de même, oui. ouais, quand même. Non, on était vraiment bien, on avait le bateau, bah, je pense qu'on a passé plus de temps, sur l'eau et dans la salle de l'association que sur les bancs de l'école, mais super formateur parce on a découvert, bah, en tout cas pour moi, tous les métiers, tout le métier que je fais aujourd'hui, on avait, tout à créer, on devait se vendre, on devait communiquer, on avait une newsletter qui était enfin voilà, c'était vraiment, le début de cette envie de travailler dans le sport et la voile en particulier. Ce qui est assez génial, c'est que c'est vrai qu'on dit souvent que le Tour de France à la voile, notamment tel qu'il fut, bah, à cette époque-là où il y avait les étapes de ralliement, on disait que c'était vraiment une école, pour le large, pour les jeunes, pour les étudiants et cetera et en fait, quand on t'entend, ce qui est assez génial, c'est qu'on se rend compte que c'est aussi, une super école, pour ceux qui sont à terre, voilà, pour développer tous ces métiers qui seront aussi ton métier plus tard ou tes métiers plus tard. Quand tu fais ces études de commerce, international à La Rochelle, est-ce que tu as déjà une idée en tête? Est-ce qu'il y a déjà une ligne qui est un peu tracée dans ta tête? Tracé, je sais pas, en tout cas, assez tôt, je sais pas trop quoi faire, quand je suis, au collège, je suis, au lycée et j'ai rien de très clair dans ma tête sur, une évolution professionnelle. Je me rappelle quand même être, au collège assise avec un entretien avec la conseillère d'orientation, voilà. Mmh. Et on commence à étudier des fiches de métiers et cetera. Il y a rien vraiment qui me parle. En parallèle de ça, c'est le moment où je fais beaucoup, beaucoup de natation à l'époque, des entraînements parfois 4 heures par jour, donc on est vraiment sur, une très forte densité de sport. Via mes parents, j'ai la possibilité de voir, des gros événements sportifs. On va à des matchs de foot, on va, sur du Tour de France à vélo et cetera et assez par curiosité, je me demande toujours: «Mais comment on fait pour, être dans l'équipe d'organisation?» Ça me paraissait irréel et c'est surtout pas du tout dans les fiches de la conseillère d'orientation, donc je me dis: «Mais c'est très étonnant. Comment on en arrive là?» Et assez naturellement dans mes études, on me dit: «Bah, écoute, si tu sais pas ce que tu veux faire, reste dans des choses très généralistes et puis tu verras après. Tu verras après». Donc voilà, on me propose de faire une prépa parce que j'ai plutôt des bons résultats à l'école, je fais un bon bac, donc je fais une prépa HEC. Après une prépa, je fais, une école de commerce et au moment de passer les oraux d'école de commerce, je suis 3 fois à Paris pour passer les oraux, pas du tout mon truc. Je vais à Pau, Pau, pas trop mon truc non plus et j'arrive à La Rochelle et là, La Rochelle, j'adore l'esprit qu'il y a dans cette école, il y a, on y est très bien accueillis, il y a la mer, on nous présente, des projets, éducatifs, mais également hors éducatifs qui sont hyper passionnants et là, je me dis: «OK, en fait, j'ai bien compris que si je voulais, faire autre chose que les fiches de ma conseillère d'éducation, Mmh. il faut que j'ai cette, vision, généraliste et qu'en même temps, je vais faire une année de césure, je vais travailler et puis je vais essayer de partir à l'étranger parce que ça, c'est un projet, que j'ai vraiment envie et puis le sport, en fait, c'est moi qui va devoir l'écrire cette feuille de pour ma conseillère d'orientation et voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que je rentre à l'école de La Rochelle. Bon, il y a quand même beaucoup de réflexion, hein, dans ce que tu dis. Il y a un peu de réflexion. Maintenant, avec le recul, je me dis qu'il y a un peu de réflexion. Je crois quand on a 18 ou 20 ans, la réflexion finalement, elle est pas si mature ou aboutie que ça. Mmh. Je pense surtout, avoir fait, de très belles rencontres au bon moment et d'avoir eu la chance, et ça je leur dois, que mes parents, m'aient aussi, laissé faire. Ils avaient pas une idée préconçue de ce que je devais, faire et ils m'ont fait confiance, dans ces choix et m'ont laissé partir quand je devais partir et ont réussi à m'accompagner aussi, dans les moments où c'était un peu moins clair. Donc non, c'est une très belle force.
Quand tu dis, «J'avais envie d'aller à l'étranger», là, on part où? On part à Valence sur la Coupe de l'América ou, il y a d'autres voyages qui se font avant? Et pourquoi ça te paraissait essentiel justement d'aller découvrir un peu l'ailleurs? Je suis née à Troyes, dans l'Aube, avec, comme je le disais, les pieds, très, très fermement ancrés dans la terre et j'avais besoin de m'échapper, je pense, assez jeune, je l'exprime. J'avais envie de voir le monde, envie de voyager. Donc j'utilise, l'école de commerce pour faire, un semestre à l'étranger, Erasmus, notamment avec la volonté d'apprendre, l'anglais, qui était pas du tout inné chez moi, au départ et donc je pars au Danemark et je sais que, j'ai envie de continuer cette expérience et de multiplier les expériences à l'étranger à ce moment-là parce que extrêmement riche, parce que, intellectuellement, le fait d'apprendre une nouvelle langue, effectivement riche, mais également, fort de rencontres, de culture, de se mettre un peu en danger aussi parce que c'est pas simple d'arriver avec ses valises, dans un endroit qu'on connaît pas et creuser son sillon Ça forge le caractère. les voyages forment la jeunesse, je pense que on devrait, le marteler à la jeune génération, même si on n'a pas besoin de le faire, ils le font naturellement, mais c'est certain. Mmh. Alors il y a ces études, qui se terminent. Je lisais effectivement qu'il y a cette coupe de l'América à Valence où tu vas aller travailler, la 32e coupe de l'América. Hem, Elle t'apporte quoi cette expérience-là? Ça va être déclencheur de quoi éventuellement? Alors, c'est d'abord une rencontre. J'ai la chance lors d'un salon nautique de Paris, pareil, les belles années des salons nautiques à Paris, j'ai la chance de rencontrer, une dame extraordinaire qui s'appelle, Isabelle Reynis, qui n'est plus parmi nous, On maint pense à elle très fort. Mmh. voilà, également. J'ai la chance de rencontrer Isabelle un soir à Paris et qui, cherche une assistante, pour Valence. Moi, à ce moment-là, je fais une année de césure. Je suis dans un stage qui me plaît pas trop et elle me dit: «Ben, si tu veux, la semaine prochaine, tu me rejoins à Valence et tu m'accompagnes sur toute la Coupe de l'América». Génial. J'ai dit: «Banco» et la semaine d'après, ça fait partie des petits moments où, le support de mes parents était important. Puisque, bah, fallait faire ses affaires, partir à Valence, je parlais pas un mot d'espagnol, je savais à peine mettre Valence, sur une carte et je me retrouve dans l'avion pour partir là-bas et la retrouver et Isabelle, me prend complètement sous son aile pendant une grosse année. Je deviens son assistante sur le centre de presse à Valence et j'ai une année et demie à ses côtés, extrêmement riche, pour toutes les personnes qui ont connu Isabelle, elle avait une force de caractère extraordinaire. C'est devenu vraiment un mentor pour moi, pendant toutes les années jusqu'à malheureusement sa disparition. Quelqu'un qui a été vraiment très important pour moi et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et comprendre autant un métier, mais finalement c'était assez secondaire. C'était surtout, des valeurs humaines, du relationnel avec les gens. Quand Isabelle était dans les parages, on le savait. Et elle menait cela avec, la main de fer dans le gant, de velours, c'était une très, très belle école, à ses côtés. Donc et puis Valence, 32e coupe de l'América, c'était de nouveau une expérience incroyable, l'une des plus belles coupes à mon sens, mais c'était magique. Il y a cette coupe et puis, ça s'enchaîne en fait, Julie, après. Ça Ouais. s'enchaîne. Alors c'est des histoires. On va en parler de cet enchaînement justement et puis de Océ, hein, qui va entrer dans ta vie. Hem, Est-ce que tu te dis que ce sont des rencontres, tu te dis que ce sont des hasards, tu te dis que c'est toi qui les as créées, ces opportunités? Moi, j'entends souvent quand, je fais des navigants dire: «Oh bah, j'ai eu de la chance à ce moment-là». Moi, je pense qu'on l'a créé sa chance. Comment est-ce que tu interprètes avec du recul justement le fait que ça s'enchaîne après cette coupe de l'América et puis que ça s'enchaîne plutôt super bien? Ben, je crois qu'à ce moment-là, j'étais extrêmement heureuse, donc je sais pas, on était en 2026, donc j'ai 23 ans, c'est encore, extrêmement jeune, mais je me dis ça 2006, 2006. j'ai dit quoi? 2006
Tu as dit Oui, 2026. pardon, Oui, 2006. oui, bah, on est dans Oui. un podcast de science-fiction. 2006-2007, la coupe, tout à fait. Voilà, exactement. Donc, j'ai 23-24 ans, à l'époque. Je me dis: «Ça y est, j'ai enfin trouvé ce que j'ai envie de faire». J'ai une première expérience qui est forte et qui va pouvoir me permettre de continuer dans cette, direction et donc je suis bien dans mes baskets et je comprends, ce que j'ai envie de faire. Donc ça, je pense que déjà, C'est la tellement chance important. voilà, elle se crée aussi parce que, je me donne l'opportunité d'être ouverte sur, des opportunités et de comprendre la direction dans laquelle il faut aller et pourquoi la chance? C'est parce que, bah, encore une fois, Isabelle à ce moment-là, la couple se termine et me fait rencontrer, un homme qui deviendra également un mentor qui s'appelle Mark Turner Mark Turner. et qui, de nouveau m'a dit: «Ben, si tu es partante, cette fois, fais tes valises pour partir sur, l'île de Wight, en Angleterre». Donc de nouveau, pas très, très sûre de où se trouve l'île de Wight, mais je lui dis: «Banco et on va faire quoi?» Il m'a dit: «Bah, super, on a, 2 projets. On a un projet qui s'appelle, The Transat, qu'on relance et on a un deuxième projet, c'est qu'on a un skipper, qui va faire le prochain Vendée Globe. C'est un skipper français et il va courir sous une marque, anglaise et on a besoin de quelqu'un qui puisse, accompagner le projet. Donc moi, je dis: «Bah, c'est super, allons-y» et donc je pars, c'est ma donc je ren vraiment, c'est les prémices de Offshore Challenge, donc à le début de OC Sport et on se retrouve, sur l'île de Wight avec une poignée d'entre nous, qui travaillons sur différents projets. Je pense que c'est, une entreprise qui est en train de se créer, qui est en train de se fonder sur des valeurs humaines, encore une fois, très, très fortes. Il y a une ambiance extraordinaire. On peut tous en faire partie à ce moment-là. Une, on parle de course au large avec une approche, très anglo-saxonne donc ça dénote, hein et puis on lance le projet BT. Alors le projet BT, ceux qui étaient là à ce moment-là s'en rappellent, hein, on était les petits bonhommes violets, qui se promenions, avec nos fiers, cirés, pendant 2 années sur les pontons, sur les différents pontons. On a une super équipe hyper internationale. On accompagne Seb dans cet objectif du Vendée Globe, bon, qui malheureusement n'ont pas l'issue qu'on lui souhaitait, mais c'était vraiment une super, super, super année, ce Vendée Globe de 2008, ouais. Seb, Sébastien Josse, évidemment. Hem, on apprend quoi justement quand on est dans une équipe, internationale? Ça enrichit à quel point justement d'avoir, bah, quand tu comme tu le dis, quand on est, française et qu'on vient de Troyes, qu'on a fait ses études, à La Rochelle et qu'on se retrouve justement dans cet, univers-là, très anglo-saxon, très international. D'abord, ça enrichit à quel point? Et chez toi, ça déclenche quoi? Parce que quand même ta carrière, elle va quand même beaucoup se passer à l'étranger. Ouais. Hem, qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Alors, chez nous, ça a déclenché plein de choses. Déjà, on était un collectif, hein, et donc il y avait vraiment, une famille, hein, vraiment qu'on a créée, qu'on s'est créée, avec des personnes qui ont été choisies, qui travaillaient fondamentalement très, très bien ensemble et on avait un objectif commun. On avait la chance d'avoir un projet, bien financé, bien ficelé et on n'avait qu'à dérouler une feuille de route derrière, hyper enrichissant parce qu'on est allé chercher, à l'international justement des compétences bien spécifiques, avec des caractères également bien spécifiques et complémentaires, sur le bateau. Donc c'était enrichissant à tous les niveaux en fait. Techniquement, pour les compétences qui étaient apportées, sur le bateau. Humainement, parce qu'il y avait une richesse internationale. On avait, Rhys, le kiwi néo-zélandais, on avait, Charlie anglais, on avait, Yvan Joucla, on avait Pierre-Emmanuel Hérissé, donc vraiment, une équipe de Top Gun et c'est le collectif en fait qui fonctionnait et qui était extrêmement enrichissant. Mark Turner, il t'a appris quoi pour la suite? Tout, tout parce que Marc c'est une personne qui, avait une vision qui a d'ailleurs une vision, extraordinaire, une vision stratégique long-termiste, comme, peu, de personnes pouvaient avoir, à l'époque.
très romantique également de la course au large et de ce qu'elle doit devenir et comment l'approcher. Donc il y avait vraiment, une volonté, d'innover, de sortir des codes, et d'apporter quelque chose de nouveau. On lance à ce moment-là l'iShares Cup, donc qui est devenu Extreme Selling Series et qui malheureusement a disparu, même si, je pense que CLGP est ren r a naît des cendres des Extreme Selling Series, aussi. Et donc Marc, il apporte une impulsion phénoménale derrière ses projets. Il y met, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup, de travail également. Il nous a appris, je dis «nous» parce qu'on est, quand même une bonne génération à être sortis des bancs de l'école, Offshore Challenge. Marine, Derrien qui est une très, très bonne amie, on travaille à ce moment-là ensemble chez Offshore Challenge et je pense qu'on sort avec la même capacité de travail, la même capacité de travailler dur et d'avoir une vision de ces projets à long terme. On lance à ce moment-là le Work Hard, Play Hard, qui est devenu le symbole de notre passage chez Offshore Challenge. C'est-à-dire qu'on travaillait vraiment dur. On ne comptait pas nos heures, on bossait, week-end et jours fériés. On était entre 2 avions constamment, on avait vraiment une richesse de travail, très, très forte et en même temps, on s'amusait tellement. Il y a une ambiance de travail qui était phénoménale et il y avait un esprit, qui on se posait pas la question, toutes les questions qu'on se pose maintenant d'un point de vue management. On avait vraiment, une, une un dédicace, au travail qui était très, très forte, ouais. C'était, une belle époque. Une passion? Une passion. Ouais, je pense une passion parce qu'on était autant passionnés par ce qu'on faisait qu'avec les gens pour lesquels on travaillait, que, les l'amitié qui naissait de ces échanges. On avait, tout était très riche, on apprenait encore énormément. Enfin, je sais pas, j'avais 26-27 ans à ce moment-là, donc on est encore dans une phase d'apprentissage, très forte, très formateur. Moi, j'ai la chance de travailler avec 2 femmes extraordinaires à ce moment-là, Lou Newlands et Émilie Caro qui m'accompagnent sur des métiers de la communication et du marketing, donc c'est constamment de l'apprentissage. À aucun moment, puisque tu évoques ton âge à l'époque, Julie, où tu vas prendre de plus en plus de responsabilités, hein, malgré tout, ça n'a jamais été un problème? Je te pose la question comme, on avait posé la question à Kylian Mbappé qui répond: «Moi, tu me parles pas d'âge». Ça a jamais été un problème, l'âge finalement assez jeune? Tu t'es toujours dit: «Bah, feu, allons-y»? Il y a eu aucun moment où tu t'es dit: «Bah, là quand même, c'est je suis peut-être un peu jeune»? Non, pas trop. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment, posé question. J'ai surtout été très bien accompagnée Ouais, et je sais que, quand il y avait besoin de personne s'est jamais désolidarisé de moi et puis j'ai eu la chance d'avoir des managers absolument incroyables qui nous laissaient, une très forte autonomie et en même temps, le principe de faire une erreur n'a jamais été un problème non plus donc finalement on apprend. J'évoluais dans un contexte, d'autonomie et en même temps, de bienveillance? bienveillance, constant, qui permettent de se forger et qui permettent d'apprendre, dans des meilleures conditions. Donc non, l'âge a jamais été vraiment un problème, non. Et ni le fait d'être une femme. Non, certainement pas, non. J'aime beaucoup la détermination avec laquelle tu dis ça. Non, mais c'est vrai, on le dit souvent et c'est des sujets qui reviennent souvent quand c'est un problème, mais il faut aussi savoir le dire quand ce n'est pas un problème et quand j'ai aussi de très belles opportunités. À aucun moment donné, on m'a posé la question si, je voulais avoir des enfants, si ça allait poser un problème dans ma carrière, donc il faut savoir le dire quand ça n'a pas été un problème et pour moi, ça n'a jamais été un problème. Est-ce qu'on peut parler, de la suite? Est-ce qu'on peut parler de la Suisse? Ouais. Est-ce qu'on peut parler du cyclisme et de la haute route qui Ouais. va beaucoup occuper, ta vie pendant un bon petit paquet d'années? Heu, les auditeurs et auditrices ne te voient pas, moi je te vois. Je vois qu'il y a un sourire sur ton visage qui se voilà, qui est en train de s'écrire quand on parle de ça. Ça commence comment cette aventure-là? On va peut-être le rappeler, la haute course, c'est, une course, cycliste amateur qui, alors je l'ai lu, hein, qui est la plus difficile du monde, mais tu vas évidemment mieux nous l'expliquer.
Cette aventure-là commence comment? Comment tu vas te retrouver dans cette aventure-là? Cette aventure, elle commence en 2010 quand, Offshore Challenge et donc Mark Turner décide de se rapprocher, d'une entreprise qui organise des événements, en Suisse, qui s'appelle Third Pole et de là naissent une nouvelle entreprise, et dont on rachète, Third Pole et Offshore Challenge devient, OC Sport que l'on connaît aujourd'hui avec ces 2 piliers, un pilier voile qui reste ancré en Angleterre et un pilier outdoor qui commence à s'écrire, en Suisse, accompagné par, Rémi Duchemin, qui est encore, très actif dans le monde de l'outdoor, aujourd'hui. Et donc ce rapprochement de ces 2 entités, porte, projet de lancer une nouvelle course qui s'appelle la Haute Route, qui est une course, de cyclisme amateur en itinérance, sur les pentes de, nos Alpes françaises. Donc en 2011, on lance, cette première épreuve et donc moi, à ce moment-là, j'oscille entre les projets bateaux et les projets outdoor, chez, OC Sport. Donc je littéralement passe ma vie 50 en Angleterre, 50 en Suisse, pour gérer ces 2 piliers de chez OC Sport. Donc on lance la haute route en 2011, et c'est assez incroyable parce que, c'est un projet qui est né qu'on a créé donc né de qu'on a fait de toutes pièces, qui est, très, très impliquant, d'un point de vue, sportif et sécurité. On parle de vélo à haute vitesse, on parle de d'itinérance, donc il faut déplacer 500 personnes tous les jours dans, des petits villages des Alpes françaises. Il y a une dimension, administrative très lourde puisqu'on utilise des routes qui ne sont pas fermées, donc il y a le travail avec les préfectures et cetera. Donc c'est vraiment un gros projet qu'on lance en 2011 et qui nous fait vivre tous en interne des expériences incroyables. On découvre un sport, moi personnellement, que je ne connaissais pas à part à la télé. Mais on découvre c'est un produit qui est très international. On a, 40 nationalités, je crois, la première édition, en 2011. Des gens qui viennent de partout dans le monde pour pouvoir faire du vélo dans les Alpes françaises. Donc c'est, le début d'un nouveau projet donc que j'accompagne pendant quelques années et puis, ce partage de responsabilités d'un point de vue personnel et professionnel entre l'Angleterre et la Suisse, devient un petit peu trop et je me dis: «OK, il faut que je Faut faire un choix. faut faire un choix et surtout j'ai besoin d'aller, voir d'autres choses avant de» je sais toujours à ce moment-là, je quitte OC Sport, mais je sais que j'y reviendrai. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que j'y reviendrai. S'ouvre l'opportunité d'accompagner les Modes 70 pendant une petite année, ici à Lorient, sur 2 courses, hyper sympas qui étaient la Chris Ocean Race, qui était une traversée, de l'Atlantique, en mode 70 et puis un European Tour et puis de cela, s'offre le mo vient à moi l'opportunité de partir au sultanat d'Oman, pareil pendant, 2 années pour organiser, les, championnats du monde de laser Mmh. et puis d'autres choses en événementiel, avec aux côtés de Oman Sail et de David Graham qui est désormais, président enfin CEO de World Sailing, donc je travaille à ses côtés pendant quelques années et ça me permet de voir autre chose, ça me permet de continuer, de faire de la course au large, mais en même temps à un métier qui est différent parce que j'évolue de la communication vers, un rôle de plus opérationnel, de direction de projet, donc qui me correspond mieux. J'ai besoin de faire mes gammes sur les autres piliers justement de l'événementiel et ces 2 opportunités-là viennent vraiment compléter, mon panel de compétences, à ce moment-là. Donc il y a 3-4 années, là de prise de compétences, sur d'autres sujets et en 2015, retour en plutôt vers la métropole avec, la possibilité de rejoindre la Haute Route et de lui donner, donc l'événement a grossi depuis mon départ et je rejoins, le groupe donc OC Sport pour, donner une nouvelle dimension à la Haute Route et avec un projet, très, très international. On va jusqu'à organiser,
14 événements dans le monde. Donc on est allé, en Chine, au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, à Oman, on est retourné. Donc l'idée était de franchiser, l'événement que nous avions, lancé, créé, en France et de le dynamiser, de l'emmener, à l'étranger. Donc super expérience parce que je viens, prendre les meilleures pratiques d'un pays pour les amener dans un autre et puis c'est un cercle de valeurs, très fort, vertueux où on apprend les uns des autres avec différentes équipes. Alors on a quelques moments douloureux aussi, le cyclisme est un sport très, accidentogène donc forcément, on passe par des périodes de crise et de gestion, d'accidents très lourds, mais qui font aussi partie malgré l'issue parfois, enfin l'issue une fois, terrible d'un de ces accidents. Ça permet aussi d'être confronté à ces événements, majeurs, ces faits événementiels qui sont nécessaires pour forger l'expérience et pouvoir me permettre aussi aujourd'hui, d'avoir des postes encore à plus haute responsabilité parce que il faut être confronté à ces événements, durs pour pouvoir mieux les gérer derrière. Justement, tu es quel genre de personne face à ce genre, d'événement et d'une façon plus générale, face à la difficulté? Je regardais sur ta page, LinkedIn, j'aime bien, il y a, heu, résoudre les problèmes et voilà, là, ce qu'on disait dans l'introduction, la pression et cetera, on a l'impression que c'est quelque chose que tu gères assez bien et que tu absorbes assez bien. Ça s'apprend ou c'est une nature? Ah, je crois qu'il y a un peu de nature, il y a beaucoup de nature, et un peu d'apprentissage, quand même, mais je pense que de nature, déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'opérationnel. L'événementiel, est très ancré en moi et j'ai besoin de terrain. J'ai besoin de terrain pour vivre des expériences, pour sentir l'émotion de ce qu'on fait également. Enfin, comme beaucoup d'entre nous, je pense qu'on fait pas ce sport, on fait ce sport par passion et on se nourrit de l'émotion des autres, mais aussi de notre propres émotions quand on est, sur des lignes d'arrivée ou de départ de ces différents événements. D'ailleurs qu'on les organise ou non, mais en tout cas le sport nous fait vibrer et c'est vraiment, l'opérationnel, moi et sentir le terrain qui me fait ressentir ces émotions et je pense qu'à partir du moment où on aime le terrain et on aime l'opérationnel, on développe des capacités à, résoudre des problèmes, à prendre le stress et y associer, plutôt, des cercles vertueux et être dans une, solution constamment dans une recherche de solutions. Et ça, il y a effectivement, l'événementiel sportif nous permet d'être constamment, mis en difficulté et donc de renouveler, nos systèmes de réflexion pour pouvoir trouver des solutions. C'est assez rigolo, on en parlait avec l'équipe il y a encore quelques semaines, mais on est, constamment dans l'identification des risques ou l'identification des problématiques en amont de nos événements et en fait, on peut s'assurer dans 100 des cas, quand on est, sur le terrain, une situation va se présenter et on peut être à peu près certain qu'elle ne fait pas partie des plans qu'on aura mis en place Anticiper? parce que c'est la nature même de la problématique. Mais oui, en tout cas, c'est pour moi, très enrichissant, de me nourrir, des gens, de l'émotion et du terrain. Ça fait quoi d'être la boss? Alors je sais pas si je suis, la boss, Alors je parle pas forcément d'aujourd'hui, ça on va en oui. parler, bien sûr. Mais d'être effectivement la boss sur ce genre de gros événements, ça dit quoi de toi? Ça implique quoi? Il y a des gens qui, sont sous ta responsabilité, quel genre de quel genre de boss es-tu? J'ai un très fort attachement à l'humain et aux équipes, donc je pense que, travailler le collectif, le collégial,
pour moi est très important. Je pense que le résultat de nos événements est surtout le reflet, d'une harmonie qu'il peut y avoir, dans les équipes, hein, et ça, bah, pour moi, c'est toujours la priorité. Après, ce que j'aime dans, le ce rôle de responsable ou en tout cas de boss, c'est notamment avoir une compréhension à 360° des complexités d'un événement. Réussir à résoudre une problématique parce qu'une problématique qu'on peut avoir, d'un point de vue, logistique peut être adoucie par, une stratégie de communication ou parce que, on a, un prestataire, qui, a apporté une solution, innovante sur un projet. Donc c'est vraiment moi cette notion de 360 et de compréhension globale d'un événement qui me plaît aujourd'hui et d'avoir la capacité, d'avoir une approche assez fine de la préparation d'un événement et de son succès. C'est plutôt ça. Quand on t'écoute, Julie, on a l'impression que tout s'est beaucoup enchaîné, qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de travail, beaucoup de passion, dans ce travail. Est-ce qu'il y a du temps pour toi aussi? Est-ce qu'il y a des moments où il y a besoin d'avoir, du temps pour soi? Est-ce que tu as le temps pour toi aussi pour se ressourcer ou, est-ce que ça se trouve ces moments-là? Alors c'est vrai que, j'ai beaucoup, beaucoup, favorisé, ma carrière ou en tout cas, sans favoriser une carrière, en tout cas les opportunités qui ont été présentées à moi, ces dernières années. Donc j'ai, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai la chance extraordinaire, d'avoir, un équilibre familial, très, 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 très important qui permet effectivement d'avoir ces moments de ressources qui est primordial. De toute façon, pour avoir la tête, bien dans le travail, il faut forcément, avoir cet équilibre qui permet ces moments de ressources, ces moments de repos et la capacité de couper quand il le faut. Alors, ça c'est sur le papier. Après bien évidemment, la difficulté dans nos métiers, c'est que enfin, ce que je dis souvent, c'est quand on travaille dans le sport, on n'a pas forcément le temps de le pratiquer, soi-même et on aimerait en tout cas être plus actif. En tout cas, c'est mon cas. La voile aujourd'hui, j'ai la chance qu'elle soit très présente dans ma vie professionnelle. Elle est également très présente dans ma vie personnelle puisque mon mari, pratiquait beaucoup et maintenant mon fils j'espère prendra le relais aussi. Donc on arrive à trouver cet équilibre et de passer du temps, sur l'eau ou dans l'eau encore. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une frustration, de voir partir ces bateaux quand on aime profondément naviguer la mer et de se dire que nous, on reste systématiquement à terre. Mais je crois que c'est la nature même de notre métier. Et est-ce que le doute a sa place chez toi, Julie? Toujours et heureusement. Oui, on a toujours un petit peu un syndrome de l'imposteur, on a toujours un petit peu, Même c'est vrai? oh bah, oui, je pense et heureusement d'ailleurs parce que, c'est ce qui permet Ah, de le doute et le syndrome de l'imposteur, c'est quand même pas tout à fait pareil. mais il y a toujours une petite partie de questionnement et qui nous permet de mieux travailler, qui permet de se remettre en question, qui permet enfin j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe à mes côtés d'une vingtaine de personnes et je pense que le métier le plus difficile au-delà d'organiser des événements et au-delà d'être dans des situations parfois très compliquées, c'est le rôle de manager est beaucoup plus compliqué. Il faut réussir à comprendre chacun des individus avec lesquels on travaille, d'avoir une approche, individuelle. Le management aujourd'hui ne peut pas être, commun à tous. Il faut réussir à trouver les bonnes façons de travailler avec chacun d'entre eux, se remettre en question constamment, être capable d'entendre les retours et de pas les prendre, enfin voilà et c'est vraiment une recherche constante hein, de rôle de manager qui pour moi, est presque plus important que celui directeur d'événements ou directeur d'OC Sport Penduic. Aujourd'hui, c'est vraiment ce rôle de manager qui, je pense qu'au quotidien, doit, est remis en question. Ça a été une évidence pour toi d'accepter ce poste, justement de directrice de ces sports, Penduic,
de revenir en Bretagne, et voilà, de ce chamboulement familial aussi. Est-ce que c'était une évidence tout ça pour toi? Ouais, c'était une évidence. C'était une évidence parce que, je porte, cher dans mon cœur le groupe OC Sport et l'expérience que j'ai pu y en avoir, il y a maintenant, une dizaine d'années. Ce retour, il me paraissait, naturel et d'un point de vue professionnel, mais également d'un point de vue familial, de venir se réinstaller en Bretagne et parce que, on a une chance extraordinaire et je me rends compte, tous les jours de la chance d'être, organisateur de ces événements qui sont incroyables, qui nous font vibrer et qui rendent fiers tout simplement, de faire ce métier. Je pense qu'on on oublie un peu parfois, pris dans le quotidien et pris dans les responsabilités ou les problématiques, bah, de prendre un petit peu de recul et de se dire: «Waouh, quand même, on a drôlement de la chance de faire ce qu'on fait, non?» Donc voilà, j'essaye de me le rappeler, souvent, et de le partager aussi. Quand tu, prends ce poste, est-ce que tu as des objectifs, des envies de changer un peu les choses, Est-ce que, ou on t'a donné d'ailleurs peut-être des objectifs? Est-ce que, toi tu le vois comment ce poste-là et l'avenir aussi, et notamment des courses que tu as sous ta responsabilité? Les objectifs pour moi, ils sont assez clairs. C'est que je reviens avec un œil un petit peu, frais, dans la course au large après des expériences justement dans d'autres sports. On n'en a pas parlé, mais j'ai aussi une expérience, dans le groupe Ironman, gros groupe, faiseur d'événements, qui a été dur parce que justement un grand groupe, mais qui m'a apporté beaucoup de choses et donc j'ai un peu cette envie, d'apporter ce regard frais sur la course au large, d'y apporter, des bonnes pratiques d'autres sports, et de se nourrir de l'expérience et du succès d'autres sports et puis d'essayer de l'amener à la course au large. On a encore, besoin de professionnaliser certaines de nos pratiques. On a besoin, d'apporter de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière de certaines, pratiques, de communication, de marketing, de mieux raconter nos histoires, de mieux, starifier peut-être nos marins et ça, de s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres sports, je trouve ça hyper enrichissant. Donc c'était pour la 1 chose et puis, cette envie, toujours, d'international aussi, c'est de se dire: «Bah, comment est-ce que la course au large qui est très française, comment est-ce qu'on arrive à lui donner un petit coup de couleur internationale et comment est-ce qu'on arrive à l'expatrier un petit peu mieux pour continuer à raconter ces belles histoires et la faire grandir au niveau international. Donc moi, c'est un peu mes 2 envies à ce moment-là et puis la troisième, ça reste l'innovation. J'ai un profond attachement à l'innovation, digitale, à l'innovation, média et comment va-t-on pouvoir, apporter des pratiques nouvelles, sur la course au large, sur ces bateaux qui finalement nous permettent plein, plein, plein de choses qui sont peut-être peu exploitées, aujourd'hui. On parlait rapidement de SailGP, tout à l'heure. Je connais bien SailGP et j'aime beaucoup ce qu'ils font et je pense qu'on doit s'en inspirer aussi sur certains, éléments de data, de médias, de théâtralisation, du sport et on a besoin d'apporter ça à la course au large. Je lisais aussi, un article et des déclarations te concernant, à propos de la Transat Paprec, puisqu'on parlait de mixité au tout début, du podcast et effectivement du fait que tu te réjouisses justement qu'aujourd'hui, cette transat ait de plus en plus de duos, mixtes. Quel regard tu portes justement sur cette transat-là dont le sponsor, Paprec a imposé en fait, hein, cette mixité? Oui, absolument. Alors l'arrivée de Paprec, a permis de déclencher une nouvelle ère, de la transat et effectivement ensemble, de travailler sur ce volet de la mixité.
Moi, je suis arrivée en juin 2024 et on m'a exposé la difficulté que représentait, la mixité, hein, sur cette Transat Paprec avec, pour rappel, 11 bateaux au départ en 2023 et donc ça a été, d'emblée un objectif, de faire évoluer ce volume de participants et finalement, assez rapidement, on s'est rendu compte que cette barrière, alors elle n'est pas levée, mais en tout cas, elle était beaucoup moins problématique qu'elle était en 2023. Il a fallu faire, ce petit pas en arrière ou en tout cas accepter en 2023, que, ce changement, drastique de direction, eh ben, pouvait impacter le nombre de participants et une fois que cette décision dure avait été prise et ben, en fait, on voit que désormais, ben, cette barrière est beaucoup moins présente et le succès, puisqu'on parle véritablement de succès, hein, de cette édition 2025, autant, par le volume de participants que par, la qualité du plateau sportif et ce qu'ils nous ont livré, sur l'eau a été extraordinaire. Les compétences des duos, ce finish, à suspense incroyable, a démontré, que justement ces duos, mixtes avaient tellement de choses à s'apporter et pouvaient fonctionner, d'une façon, remarquable. Donc, nous, on se réjouit, d'installer, fermement, cette mixité sur la Transat Paprec. Nous sommes, profondément précurseurs sur le sujet et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer à inscrire et avec des objectifs, plutôt ambitieux, pour les prochaines éditions. Julie, on disait au tout début, 20 ans de métier, déjà. Ah, c'est une très bonne question. Je dirais que la fierté, elle est surtout, de la capacité de mener, à bien, une vie professionnelle et une vie familiale, de qualité et je pense que réussir sur les 2 volets, ben, c'est pas toujours simple et c'est peut-être là, quand on parlait de féminisation, au départ, je pense que c'est plutôt sur ce volet-là où c'est pas toujours facile de briller. C'est-à-dire de combiner de façon, ben, privilégier une carrière professionnelle et s'assurer qu'on est aussi, présente et heureuse dans la sphère privée. Donc ça, je pense que c'est une grande fierté effectivement, de pouvoir le mener à bien. Et puis une grande fierté, c'est, peu importe l'événement finalement, je crois que quand on se pose sur une ligne d'arrivée et qu'on voit, l'émotion, qui est partagée, alors que ce soit une ligne d'arrivée d'un marathon, d'une course à l'Atlantique ou du Tour de Belle-Île, qu'on a organisé récemment. Cette émotion ressentie sur une ligne d'arrivée et de se dire: «OK, c'est pour ça qu'on fait ça» et ben, ça pour moi, c'est la plus belle des fiertés, ouais. Quand, quand tu repenses, j'ai bien aimé au tout début quand tu dis, «Moi je suis de Troyes, dans l'Aube, j'ai les pieds très ancrés dans la terre». Au final d'avoir eu dès le début les pieds très ancrés dans la terre, ça fait de toi une personne, comment aujourd'hui? Ou ça a forgé quoi comme valeur pour l'après? Bah, comme pour tout le monde, savoir d'où on vient, je pense que c'est primordial pour être bien dans ses baskets et être, capable d'assumer des différences. Enfin moi, un dimanche matin à 6 heures du matin, vous me trouverez plutôt à promener mon chien ou à enlever, les mauvaises herbes de mon jardin, plutôt que sortir, de boîte de nuit et je pense que ça, c'est ce qui là où je rends aussi hommage à l'éducation que j'ai eue et c'est être, profondément, des gens sains dans leur tête, justement les pieds dans la terre et être capable, d'avoir un investissement fort sur, ce qui compte au quotidien. Donc, les valeurs familiales, les valeurs, du travail, le, l'attachement, à la communauté dans laquelle on vit, voilà, ça c'est des valeurs que j'ai appris, de mon éducation, de mes parents
beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré, pour être ce que je suis aujourd'hui et je pense qu'en termes de fierté et de ce que ça m'a apporté, bah, voilà, c'est certainement le plus beau tableau, que je peux avoir aujourd'hui. Dernière question, tu as hâte de quoi, Julie, là? J'ai hâte de la route du Rhum 2026, bien évidemment. C'est un, c'est ce qui, nourrit aujourd'hui, beaucoup de notre travail au quotidien. C'est un tunnel dans lequel j'ai l'impression qu'on vient de rentrer et j'ai hâte de voir, la sortie de ce tunnel pour le vivre en vrai. J'ai eu la chance de le vivre, en étant très jeune, sur les pontons. J'ai eu la chance de le vivre, en étant, dans une équipe, à terre, il y a un peu moins longtemps et j'aurai la chance, en 2026 de le vivre, ben, plutôt en chef d'orchestre, avec l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui et je pense que ce sera un moment très, très fort et aujourd'hui, autant on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler au quotidien sur, l'écriture stratégique, la feuille de route qui va nous accompagner jusqu'en novembre, mais se réveiller le matin du départ et de le vivre de l'intérieur, ça va être un moment très fort, je pense. Mais écoute, on te souhaite une bonne route jusqu'à cette, route du Rhum, justement. Merci beaucoup, Julie, d'avoir, pris ce temps avec nous, d'avoir, partagé toutes ces expériences. Je suis sûre que ça va être, très inspirant pour toutes celles et tous ceux qui écouteront, ce podcast. Merci beaucoup. Merci Hélène pour cette opportunité, très sympa. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.